Une des questions que je me suis posée il n'y a pas bien longtemps, je te confie que c'est une question récurrente, c'est à quel prix vendre ces tableaux. J'ai donc décidé de faire une capsule sur ce problème. Tout d'abord, je vais y aller mollo sans trop te secouer. Admettons qu'un tableau soit un produit et que ce produit nécessite de lui attribuer une valeur, un prix. Tu sais peut-être qu'il existe deux types de valeurs principales dans le domaine de la vente. La valeur d'un tableau pour toi, qui peut regrouper tout un tas de paramètres subjectifs, comme le temps passé, le coût du matériel, ce que tu penses de ce tableau toi-même, si tu le trouves réussi ou pas bien réussi, l'époque où tu l'as réalisé, peut-être qu'il fait partie de tes premiers travaux, de ta dernière série, et tu attribues ainsi à ce tableau une valeur pour toi. Ça peut valoir beaucoup ou pas du tout, n'est-ce pas? Je reprends. Ça peut valoir beaucoup ou pas du tout. Ce n'est pas vraiment le problème. C'est ta valeur. Ensuite, il y a la valeur du même tableau accroché quelque part, sur un site internet, dans une galerie, dans ta cuisine. Suivant le type de personne qui va se trouver en présence de ton tableau et le lieu où celui-ci est exposé, sa valeur va fluctuer, elle va changer. Tu as compris que si tu l'exposes dans ta cuisine, il n'aura pas la même valeur que dans une galerie. Le décor joue un rôle majeur, car il te positionne de façon plus ou moins consciente dans l'esprit du public. Voilà donc ce que représentent ces deux valeurs dans le marché de l'art actuellement. Voilà aussi pourquoi il peut y avoir un écart énorme entre ce que tu attribues comme valeur à ton travail et celle perçue soit par un public, soit par un professionnel du marché de l'art. Le but de ce marché est évidemment pas de te féliciter sur ton travail, mais d'utiliser un certain nombre de leviers pour augmenter le plus possible la valeur perçue de ton travail pour tel ou tel type de public. Un marché, c'est de l'offre et de la demande, des pertes et des profits. Un artiste ne sait pas faire ça naturellement et heureusement, car il y perdrait beaucoup en clarté. Bonjour, je suis Patrick Blanchon, artiste peintre. Bienvenue dans cette 8e émission de ce podcast Atelier Libre Expression. Et aujourd'hui, je vais te parler du marché, de la valeur et du prix à accorder à ton travail. Il y a donc un marché, le marché de l'art, très sérieux et très impressionnant pour tous les jeunes artistes qui sérieusement, évidemment, y croient. D'autres s'en amusent et c'est assez nouveau comme stratégie. Tu as peut-être déjà entendu parler de ces artistes qui considèrent le marché de l'art comme un grand bac à sable, une extension de leur atelier si tu veux. Les premiers noms qui me viennent tout de suite, c'est Marcel Duchamp, qui est peut-être un initiateur de cette idée de bac à sable. Ensuite, je pense à Banksy, puis plus récemment à Jeff Koons et à son cadeau empoisonné à la mairie de Paris, un immense bouquet de tulipes dont d'ailleurs cette mairie ne sait pas vraiment quoi faire. En tant qu'artiste inconnu, tu auras du mal à pouvoir être crédible à ce jeu de poker. Il y aura toujours quelqu'un qui te demandera de montrer ce que tu as dans ta poche. Et si ce n'est pas suffisant, tu passeras pour un charlot. Cette utilisation du marché par les artistes nécessite d'être reconnu et d'être déjà tout en haut de l'affiche au niveau de la cotation des œuvres. Ce qui différencie les artistes aujourd'hui, ce n'est pas vraiment leur travail, mais la stratégie qu'ils utilisent pour montrer ce travail, quel qu'il soit. Un merveilleux peintre peut très bien se vautrer lamentablement dans sa stratégie de communication, alors qu'un mauvais peintre pourra faire un tabac. Ça ne veut pas dire que le public est complètement idiot. Bien sûr qu'à peu près tout le monde est capable de dire ce qu'est pour lui un bon ou un mauvais peintre. Mais il arrive que les stratégies à elles seules puissent te faire douter. Au bout d'un moment, il se peut que tu sois même totalement perdu, que tu ne saches plus du tout ce qu'est un bon ou un mauvais peintre, un artiste ou un peintre du dimanche, si tu te bases seulement sur la stratégie de communication de ceux-ci.
Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans une telle confusion? À force, à cause de la répétition, qui finit par te rendre le travail d'un tel ou d'une telle familier. Grâce à la publicité, tu es passé de l'inconnu au familier sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, les stratégies pour vendre des tableaux sont les mêmes que pour vendre du politique. La stratégie du martèlement, rendre familier l'inconnu, le faire pénétrer chez toi à un tel point que tu puisses confondre familier et affection, familier et amour, familier et besoin. On peut ainsi rendre les gens fans du travail d'un artiste, quel que soit ce travail, avec une bonne stratégie de communication. Tu te dis peut-être que j'exagère, que les goûts, les couleurs sont des choses personnelles et qu'on ne peut pas te les imposer. Tu te trompes. Tes goûts te sont tellement imposés que tu ne t'en rends même plus compte. Il en va de même de l'avis que tu crois avoir sur tel ou tel problème du moment. Tu crois que c'est ton avis, mais en vrai, tu te trompes encore. Sans le savoir, la plupart du temps, tu auras été influencé. Regarde bien autour de toi et surtout observe, écoute attentivement ce que disent la plupart des gens. Il y a une sorte de consensus bien organisé pour que tu sois d'accord ou pas d'accord avec telle idée, produit, homme politique. C'est cela la fameuse pensée unique. C'est enfermer les esprits dans une cage virtuelle de mots d'ordre, de poncifs assez peu dérangeants, qu'on ne remet en question que dans des limites bien bornées. Le marché de l'art est exactement de la même nature que ce consensus, avec ses spécificités bien sûr. Ensuite, si tu ne prends pas garde et que tu gobes ce consensus, tu peux adhérer ou te braquer, ça ne change pas grand-chose. Tu es rentré dans la cage et il te faudra vraiment faire un gros effort pour t'en sortir. Alors, comment faire dans ce cas pour vendre ces tableaux, pour vendre ces œuvres dans n'importe quelle discipline, que tu sois peintre, sculpteur, écrivain, poète, et j'en passe. Revenons au produit. Ce qui fait aussi la valeur d'une chose depuis toujours, c'est sa rareté. Depuis la révolution industrielle, a réglé ce problème en tablant sur le fait qu'on pouvait tirer aussi d'un produit une certaine richesse par la profusion. En rendant un produit accessible à un prix déterminé, on pouvait le vendre bien plus souvent qu'un produit rare, qu'un produit unique, et ainsi gagner autant, sinon même plus d'argent. Ce que l'on te fait croire en ce moment, c'est qu'il te faut aligner tes prix à ceux qui font le même genre de peinture, avec telle technique, tel format. Il existe un système de cotation pour t'éviter de rentrer toi-même dans les calculs compliqués. Ce qui veut dire que quelqu'un se permet de t'attribuer des points suivant la valeur qu'il concède à ton travail. En général, on fait même confiance à ce système, on espère même y rentrer. Tout est tellement bien ficelé que tu ne te rends même pas compte de rien. Tu n'as plus qu'un désir, pénétrer dans le marché de l'art, adhérer à ce système et devenir coté. Et c'est tout à fait normal, tout est fait pour que tu trouves cela normal, les artistes comme le public. Je t'invite à faire quelques pas en arrière, comme d'habitude, et à t'asseoir. Comment faisaient les artistes autrefois avant la publicité, avant le marché de l'art, avant cette bouffonnade du phénomène de starification de l'artiste? Ils adoptaient d'autres stratégies, bien sûr, mais qui étaient basées sur la rareté. Rembrandt, notamment, avait établi un système de catégories dans lesquelles faire rentrer ses œuvres, suivant qu'il s'agisse d'une esquisse, d'une ébauche ou d'un tableau, et aussi de son degré d'achèvement. La stratégie des peintres flamands était basée sur leur production. On pouvait même dire production réelle ou production affichée. Aujourd'hui, et j'ai moi aussi fait ces erreurs, beaucoup de peintres montrent leur travail aussitôt terminé. Et donc, s'ils peignent beaucoup, ce qui est souvent mon cas, ils finissent par noyer le regard de leur public dans une profusion. Rappelle-toi la formule, profusion égale abordable, voire pas cher. Rareté égale unique et donc plus cher car plus difficile à obtenir. Du coup, interroge-toi. Quel genre d'artiste es-tu? Es-tu quelqu'un de très productif, quelqu'un qui produit peu? Comment tirer parti du type de production sans en subir les inconvénients?
en réfléchissant à ce que tu montres, ce serait déjà une bonne piste de réflexion. Ensuite, je ne sais pas où tu en es dans ton art, mais concernant cette fameuse valeur de ton travail, le prix. Le prix est souvent le décor à lui seul pour bon nombre de personnes. Soit il paraîtra trop cher, soit pas. Mais pense au type de public que tu as envie de toucher par ton art. Quel est ton client idéal? Est-ce que c'est un pote, un mentor, un collectionneur qui va peut-être t'acheter plusieurs fois des tableaux? Ne fais pas de concessions sans réfléchir. Si tu vends cher, peut-être que tu vendras une seule pièce dans l'année. Et tu te diras que l'honneur est sauf. C'est quoi d'ailleurs l'honneur pour un artiste? C'est de respecter son travail avant tout, et soi-même. Honneur. C'est peut-être un mot entouré d'images désuètes attachées à des notions chevaleresques. Peut-être que dignité conviendrait mieux, une certaine droiture qui n'empêche pas la souplesse malgré tout. Pour cela, il faut arrêter de considérer l'art comme un produit sur un marché. L'art n'a dans le fond pas de prix, et c'est là toute la vraie difficulté du problème. Réfléchis un instant à tout ce que tu as dû traverser pour peindre un seul trait sur ce tableau. Toutes les déchirures, toutes les joies, toutes les peines. Ta vie, en somme, est dans ce trait. Est-ce que tu penses que ça mérite d'entrer dans un standard, dans une moyenne, suivant un format, une technique, dans une cote? Si tu le penses, si tu t'attaches à cette vision du marché de l'art, tu ne vas pas assez profondément dans ce qu'est l'art. Tu t'égares certainement, et souvent sans même t'en rendre compte. Peut-être parce que tu as besoin de payer des factures, de te loger, de manger, tout simplement. Je t'avoue que je l'ai fait aussi. Parfois, j'ai bradé mes œuvres, j'en étais conscient. Nécessité fait foi. Pourtant, aujourd'hui, je refuse totalement ce système. Je préfère encore vivre avec peu et conserver ma dignité. Tu vas peut-être trouver cela idiot, inadapté, totalement à la situation actuelle. Tu es peut-être jeune et tu te dis que je suis à côté de la plaque, que je rêve. Peut-être que tu as même raison de penser tout cela. L'important n'est pas de savoir si j'ai tort ou raison. L'important, c'est ce respect de l'art, ce respect de ton travail et le respect de toi-même. L'important, c'est de ne pas éprouver la sensation de te brader. C'est une résistance qui provient de la clarté que j'ai découverte ces dernières années. J'ai réfléchi à l'idée de générosité qui me faisait adopter des prix peu chers. Cette générosité était de l'irrespect. Irrespect du public comme irrespect de moi-même. Je n'accordais pas la bonne valeur à mon travail. À chaque fois que je voyais partir un tableau, j'étais dans un sentiment trouble, à la fois content parce que ça allait me permettre de manger ou de payer des factures pendant quelques semaines, et en même temps une forme d'amertume d'être obligé de pratiquer ainsi. Peut-être que si tu es peintre et que tu es passé par là, tu me comprends. Cette fameuse nécessité qui nous oblige parfois à abdiquer, à perdre cette fameuse dignité. C'est qu'on n'est pas artiste. L'habileté est une chose, le talent une autre, que l'on confond souvent avec la facilité. On ne s'en rend pas compte. Il faut du temps pour transformer la facilité en talent, prendre conscience de sa valeur réelle, sans pour autant se prendre la grosse tête, évidemment. Tout est encore une fois dans ces mots que je ne cesse de répéter tout au long de ces émissions. Satisfaction, résistance, clarté, justesse, et que je peux aujourd'hui résumer dans ce mot, la dignité. Cette notion du marché, nous l'acceptons sans broncher, parce que souvent nous y sommes obligés, ou nous nous croyons obligés de l'accepter, par ignorance de ce qu'elle est vraiment. Je me souviens de mes amertumes, à chaque fois, cette même impression de m'être fait avoir par ce fameux marché. Que ce soit pour la vente de la maison de mon père, que j'ai bradée, parce que les trajets entre Lyon et la région parisienne devenaient trop nombreux pour faire visiter les hypothétiques acheteurs. Ça me fatiguait et ça devenait un gouffre financier. J'ai bien tenté de résister pour justement respecter le fruit du travail de mes parents, toute une vie de traite à payer pour s'offrir cette maison. Mais les arguments du marché ont toujours été les mêmes, trop cher pour le marché. Il aurait fallu plus de patience et d'argent pour tomber sur une personne ayant un coup de cœur pour cette maison,
Et peut-être aussi engager quelques frais supplémentaires pour la rafraîchir, la mettre au goût du jour, comme on dit. Mais je n'en avais ni le temps ni les moyens, et sans doute est-ce par lassitude aussi que j'ai cédé au bout du compte. Il en a été de même avec mes différentes voitures. Là, je suis tombé sur la fameuse cote Argus, et puis les gens savent qu'on peut tout négocier. C'est devenu un jeu, et quel nigo si on ne sait pas jouer à ce jeu. Là aussi, j'ai bradé des véhicules que j'aurais sans doute pu conserver un peu plus longtemps si j'avais eu les moyens de faire effectuer moi-même les réparations. Toutes ces péripéties m'ont beaucoup fait réfléchir sur cette notion de marché, que l'on accepte tellement facilement sans se poser la question de la rareté d'un objet, la dignité de s'en séparer de façon respectueuse. Peut-être que ce que je te dis dans cette émission va te paraître complètement ringard, peut-être d'une naïveté à pleurer. Ce n'est pas grave, je comprends tellement qu'on puisse être totalement immergé dans cette notion de marché et trouver justement à cause de cela mon propos risible. En revanche, si je te dis, en revanche, si ce que je te dis t'intéresse, si tu es d'accord avec moi, ça me ferait vraiment plaisir que tu me le dises en commentaire. Ça me permettrait aussi de soigner encore un peu plus cette dignité encore fragile, vois-tu. Peut-être qu'elle ressemble d'ailleurs à la tienne en ce moment, où tu vois bien que cette crise sanitaire n'est pas simplement une question sanitaire, mais une entreprise de démolition générale des valeurs qui fondaient le fameux vivre ensemble démocratique. Je crois qu'il y a plus d'une manière de résister sans pour autant utiliser la violence, la grossièreté et le parti pris directement issu de cette foutue création démagogique qu'est le consensus. Résister en douceur, ça ne veut pas dire se taire et s'aplatir, ça veut dire réfléchir surtout, s'exprimer sans peur du ridicule, sans peur du jugement, en respectant la clarté, la mienne comme la tienne. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, bonne journée, salut.